Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir Lorraine Castor. Bonjour Lorraine, Bonjour Romain, comment vas-tu? très bien, merci. Ok, super. Donc Lorraine qui est en Australie, pourra peut-être nous en dire un peu plus sur ce projet. Pour commencer, Lorraine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, ton histoire? Oui, oui, avec plaisir. Alors, j'ai grandi en Guyane française, je suis née à Bordeaux, mais j'ai déménagé quand j'étais assez jeune pour vivre en Guyane française. Et, ce qui m'a donné par la suite envie de voyager, d'où ma présence en Australie aujourd'hui. Et quand je suis rentrée en France, donc j'ai eu un parcours un petit peu atypique que j'ai suivi au fil de mes envies, de ce que j'avais envie d'apprendre. Donc j'ai commencé par une prépa littéraire où j'étais spécialisée en philosophie, puisque euh, la, la littérature, les lettres, etc., c'est quelque chose qui était vraiment une passion pour moi. Donc j'ai fait ça par pur amour de l'art. Et ensuite, je me suis dirigée vers une école de commerce parce que j'avais la sensation de devoir développer des compétences utiles pour l'entreprise et parce que j'avais aussi envie d'être employable, de trouver du travail. À l'époque, c'était quelque chose qui me stressait un petit peu. Donc, j'ai fait des études, on va dire, assez généralistes de management, de marketing, communication, etc., qui m'ont pas forcément passionnée, mais j'ai réussi à y trouver mon compte parce qu'en école de commerce, il y a une ouverture vers l'international qui m'a donc permis de voyager à nouveau et puis de tester différentes formes d'enseignement aussi à l'étranger. Et je me suis spécialisée en développement durable, donc encore quelque chose de différent, mais qui pour moi se rapprochait de quelque chose qui correspondait mieux à mon éthique personnelle. Et c'est pendant ces études, donc paradoxalement en développement durable, que je me suis aperçue que je voulais travailler dans l'éducation. Alors pourquoi? Parce que déjà parce que l'enseignement au Canada, puisque j'étais au Canada pour ce master-là, était différent de ce que j'avais connu. À l'université, les enseignantes tutoient. Les élèves comme les professeurs sont placés sur le même plan. On a l'impression d'être un peu l'égal du professeur, ce qui est très agréable. Tous les cours fonctionnent en conversation. Il y a beaucoup de réflexions personnelles où on nous demandait d'être critique. Et dans cette optique-là, qui était de réfléchir, de proposer, de réfléchir à la société dans laquelle on évolue, j'ai un peu sans faire exprès, mais enfin, j'ai mis un parallèle entre le développement durable et l'éducation, puisque pour moi, le développement durable, enfin l'éducation, c'est le développement durable de l'être humain. C'est quelque chose qui me paraît fondamental, essentiel, et ayant souffert plus jeune du système traditionnel, je me suis rendu compte que en fait, j'avais envie de travailler là-dedans, que j'avais envie non pas de rejoindre un système comme l'éducation nationale, donc classique, un peu, on va dire, standardisé, mais que je voulais rejoindre quelque chose qui embrasse un système alternatif qui puisse correspondre à des profils variés, atypiques, et qui correspondent à notre ère avec le numérique, etc. Donc, après tout ce parcours un petit peu, on va dire, atypique, je ne trouve pas d'autres mots, j'ai essayé de me diriger vers le monde du design et du numérique. Alors ça peut sembler illogique par rapport au fait que je voulais travailler dans l'éducation, mais pour moi, le numérique et le design, c'était une approche qui me paraissait importante dans le sens où je sentais que c'était une dimension qui touche l'éducation, l'innovation éducative, l'innovation pédagogique, et il fallait absolument que je développe des compétences dans ce domaine-là. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, j'ai fini par progressivement faire ma place dans le monde de l'éducation, notamment via mon blog, qui m'a beaucoup servi à la fois pour trouver du travail et puis pour me faire une petite notoriété. Parce que quand tu écris des articles sur l'éducation, que tu te renseignes sur des outils ou des formes de pédagogie, les gens te remarquent, ton réseau s'agrandit, tu rencontres des gens. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler chez Open Classrooms. D'accord, ok. Donc effectivement, tu as un blog qui porte ton nom, je crois, sur lequel tu C'est partages ça. un petit peu tes expériences. Moi, j'ai lu quelques articles, effectivement, c'est intéressant. Alors ouais, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent aussi un petit peu dans ton parcours. Je pense qu'on est plusieurs, voilà, à avoir vécu une scolarité pas forcément au top avec ce que peut proposer le système français. Donc c'est vrai que ton parcours là-dessus est très enrichissant. Et c'est très agréable effectivement de lire un peu tes articles parce que ouais, je pense que ça résonne chez pas mal de monde et on le voit aussi d'ailleurs dans les commentaires qui sont postés sur certains de tes articles. Et je crois que tu as fait le concours de l'école 42 aussi, il me semble.
Oui, c'est ça, effectivement. En fait, c'est d'ailleurs ce qui m'a un petit peu propulsée sur le devant de la scène sans que j'y sois préparée, c'est que j'y suis allée, non pas parce que je voulais apprendre à développer, à coder, Mhm. ça m'intéresse moyennement, mais je voulais plutôt 42 à l'époque quand c'est arrivé, c'était un peu un alien. Personne ne savait trop ce que ça allait être et je me suis dit la seule façon de savoir, c'est de s'inscrire. Et donc je l'ai fait plus pour m'immerger sur le terrain et voir si cette pédagogie, elle fonctionne. Une pédagogie sans prof, sans classe, sans emploi du temps, et où tu as des exercices, tu te lèves le matin, tu arrives, tu as une série d'exercices à réaliser, il n'y a pas de consigne, il n'y a pas eu de cours théorique préalable, et donc ça commence, il y a une gradation dans la difficulté, mais en gros, tu te débrouilles tout seul, tu cherches les informations sur Internet, tu utilises les autres pour t'aider s'ils sont plus avancés, puis c'était quelque chose de complètement innovant et je l'ai fait pour comprendre si ça fonctionnait. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais, parce que j'avais un profil qui correspondait, enfin qui n'était pas tellement en lien avec les autres candidats de 42, qui étaient majoritairement masculins, très jeunes, plutôt moyenne d'âge 18 ans. Moi, j'étais un peu plus âgée et qui était assez, on va dire, profil geek, sans vouloir faire de généralisation, mais enfin, des gens très très axés sur l'informatique, le numérique, les jeux vidéo, etc., ce qui n'était pas forcément mon profil. Et je trouvais ça intéressant dans ce bassin de personnes complètement différentes de moi. J'avais un angle, un point de vue différent et je voulais le raconter. Donc c'est ce que j'ai fait sur le blog. Et tous les jours, tous les soirs plutôt, quand je rentrais chez moi, j'écrivais mon petit résumé de la journée. Et ça a beaucoup marché sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas trop pourquoi, mais parce que je pense que tout le monde se posait des questions sur Ouais, 42, comment ça se passait tout de à fait. l'intérieur. Et c'est vraiment, je plaisante pas, je pense que c'est vraiment grâce à cette chronique que mon blog s'est fait connaître et que j'ai été contactée par à l'époque plein de journalistes dans l'éducation qui avaient envie d'écrire des articles sur 42 et ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens importants. D'accord, ok, ouais, très intéressant, très intéressant. Alors ouais, justement, donc c'est vrai que tu es très impliqué dans l'éducation et donc pour parler un petit peu du sujet des présentations, bah, tu as créé un cours en ligne sur Open Classroom. Donc finalement, tu Ouais. as couplé un peu, tu as relié un peu les points en utilisant des outils numériques pour transmettre des connaissances. Donc du coup, tu as une certaine expertise sur la création des présentations. Oui. Il y a beaucoup de présentations qui se font aujourd'hui chaque jour dans les entreprises pour présenter des projets, pour les étudiants lorsqu'ils présentent aussi parfois des présentations dans le cadre de leur diplôme. Ouais, Euh, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément justement à l'école, je c'est trouve, vrai. sauf peut-être si on fait des études un peu plus abouties. Selon toi, quelles sont les principales erreurs qu'on peut retrouver dans la création des présentations? Alors, les erreurs qu'on voit très souvent ne m'ont pas épargnée. Je les ai faites aussi, ces erreurs, hein, je ne me mets pas du tout au-dessus des autres. C'est vraiment un défaut qu'on a quand on découvre PowerPoint, quand on commence à l'utiliser. Et comme tu l'as très bien dit, c'est devenu un standard à la fois en entreprise, mais aussi à l'école. Surtout dans l'enseignement supérieur, les professeurs font défiler leurs slides, ils font leurs cours comme ça, et les étudiants aussi font les exposés avec un PowerPoint. Donc j'ai fait pareil par mimétisme au départ et l'erreur que j'ai faite et que tout le monde, enfin que tout le monde fait, que on a tendance à faire et qui est la pire je trouve, c'est de vouloir, c'est d'écrire sur chaque slide tout ce qu'on va dire à l'oral. C'est-à-dire que une présentation devant des gens, comme tu l'as dit, on n'est pas forcément formé pendant ses études pour faire des présentations on va dire, graphiquement aboutie, belle, etc. Mais deux, on n'est pas non plus habitué à prendre la parole en public, à comment on s'exprime bien, comment on porte sa voix, comment on se tient, etc. Ce qui fait qu'il y a un énorme facteur stress, le trac, qui est la peur de parler en public est très 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 répandue et elle me touche également, hein, j'ai très peur de parler en public. Et ce stress fait que les gens ont tendance à écrire sur la slide tout ce qu'ils vont dire. Donc par liste à puce, parce que ça les rassure, parce qu'ils ont peur d'oublier quelque chose. Donc en fait, ils utilisent le PowerPoint comme note.
C'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient une feuille de papier et qu'ils lisaient ce qu'ils ont à dire. Le problème, c'est que ça fait des slides qui sont surchargés de texte. C'est pas du tout agréable pour le public parce que le public, quand on lui présente, il doit écouter et il doit regarder en même temps. S'il voit exactement ce qu'il entend, c'est assez perturbant pour le cerveau, paradoxalement, ce qui fait il va privilégier un des deux canaux. Soit il va écouter, soit il va regarder. Mais faire les deux en même temps, c'est assez désagréable. Et à ce moment-là, si la personne lit exactement ce qu'elle a écrit, ça ne sert à rien qu'elle soit là pour le présenter, autant qu'elle envoie son PowerPoint à tout le monde, et puis voilà. L'intérêt de faire une présentation devant des gens, c'est d'utiliser son PowerPoint comme un support. Ça porte bien son nom, c'est un support de présentation. C'est pas là pour remplacer la présentation, c'est là pour l'appuyer. Donc il faut utiliser le PowerPoint pour montrer ponctuellement, lorsque c'est nécessaire, aux gens ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire tous les moments où c'est utile d'illustrer ce qu'on est en train de dire. Mais il ne faut pas que ce soit le calque. Voilà. Ça, je pense que c'est l'erreur la plus commune et malheureusement la pire. Ok, bah écoute, ouais, je partage tout à fait. Moi, ce que je dis souvent, effectivement, sur le blog, c'est vraiment d'éviter les présentations que j'appelle anti-sèches, mais c'est vraiment ça, c'est effectivement Exactement. plus, et comme tu l'as bien dit, c'est effectivement vraiment par peur d'oublier des choses. Et ça, c'est sûr que c'est pas très efficace. Et du coup, tu as un petit peu répondu, mais quel conseil tu pourrais donner, s'il y avait un conseil, on va dire, que tu puisses donner à tous ceux qui veulent s'améliorer dans leur présentation. Donc je parle vraiment sur la création du support, justement, de ce fameux support. Alors justement, ça serait d'essayer d'éviter ce réflexe de se jeter sur PowerPoint directement, c'est-à-dire d'ouvrir son ordinateur, d'ouvrir PowerPoint, et puis on arrive sur cette fameuse slide qui doit te dire quelque chose où il y a marqué « insérer du texte ici ». À peu de choses près, c'est cette phrase qui est déjà écrite par défaut sur la slide. Et ça, c'est un danger parce que dès qu'on rentre dans ce modèle, ce template de PowerPoint, on s'enferme dans un cadre et donc on rentre dans un travers qui est d'avoir envie de remplir des slides parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Alors mon conseil, ce serait de pas du tout faire ça, c'est-à-dire que si vous avez une présentation à faire, quand j'ai une présentation à faire, je ferme mon ordinateur et je sors du papier, des stylos, et je réfléchis avant tout au message que j'ai envie de véhiculer. Qu'est-ce que je veux faire passer? Quel est le but de ma présentation? À qui je le fais? Quel est mon public? À quoi il va être sensible? Etc. Donc déjà être un peu capable de comprendre son message soi-même, de façon à ce qu'il soit clair. Et ensuite, chaque idée, donc on n'est pas obligé à ce stade-là d'avoir déjà en tête le fil de notre histoire, tout est parfaitement logique, etc. Mais chaque idée qu'on va avoir progressivement en brainstorming, qu'on peut noter sur un papier, chaque idée qui vient soutenir notre intention, le message qu'on veut faire passer, on va écrire chaque idée sur des post-it séparés. Donc un post-it égale une idée. Ces post-it, on les a devant soi et puis progressivement, on va essayer de les mettre dans l'ordre. Ce qui est bien avec les post-it, c'est qu'on peut les décoller, ça se déplace facilement, alors que dans PowerPoint, c'est plus compliqué, surtout si on a trop travaillé sur le design de slide. Donc là, les post-it, on les déplace, on les met dans l'ordre, et ensuite, chaque post-it, on le transforme en slide. Ça, ce serait un conseil que je pourrais donner qui permet d'être plus clair dans son message, plus fluide, et qui va un petit peu empêcher ce défaut de vouloir trop écrire dans une slide, parce que sur un post-it, on ne peut pas trop écrire. C'est petit, donc on est obligé soit de mettre un mot-clé, un petit dessin, un croquis, et après ça, on va essayer de le répliquer sur une slide. Donc ça peut prendre la forme d'une image avec très peu de texte, ou des mots-clés importants, des visuels qu'on peut utiliser, comme par exemple des pictogrammes, ou ce genre de choses, ou un schéma par exemple. Ça oblige un petit peu à comprendre comment visualiser une idée, si je puis dire. Ok, ouais, donc ça c'est effectivement très intéressant. Donc ne pas se jeter tout de suite sur PowerPoint et plus se poser les bonnes questions, qui est son public, quels sont vraiment les messages clés que l'on souhaite transmettre. Et effectivement l'idée des post-it, ça c'est quand même très intéressant. Donc pour effectivement éviter de trop rédiger. Ok. Alors c'est pareil, j'ai vu que tu as fait un TEDx, tu as présenté un TEDx à Grenoble, et moi je me posais une question, justement, quelles ont été les grandes étapes pour te préparer au TEDx,
et justement aussi à la fois pour créer ton support, mais à la fois aussi pour te préparer en tant que vraiment présentateur Ouais. et voilà, du coup aussi surmonter ce trac de la prise de parole. Alors, effectivement, donc comme je te disais, je suis pas, je suis quelqu'un de timide. Pour moi, parler en public, ça ne va pas de soi. Ça demande beaucoup de préparation et c'est quelque chose qui a tendance à me terroriser. Ça me fait vraiment peur. Mais quand on m'a contacté pour faire un TEDx, le TEDx, c'est le genre de choses que tu peux pas vraiment refuser parce que c'est tellement grand, c'est tellement, c'est déjà on est flatté, donc c'est impossible de refuser. Donc j'étais un peu dans une, à ce stade-là, je me disais, «Je ne sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Je vais avoir très, très peur, mais je vais devoir le faire». Donc bon, première étape, c'était déjà, d'écrire le texte parce qu'un TEDx, c'est avant tout un discours plus qu'un Mmh. support de présentation. Mmh mh. Ils ne sont pas très, très portés sur le PowerPoint, même si on en a, souvent, mais c'est vraiment, d'abord un texte, un message, c'est du storytelling, et cetera. Donc d'abord, la première étape pour moi, ça a été d'écrire un texte. Et ensuite, j'ai dû faire donc un PowerPoint. J'étais pas obligée, hein, c'était vraiment pas, ça faisait vraiment pas partie des figures imposées par TED, OK. mais j'en ai fait un parce que, premièrement, je suis un peu stressée. Ça me rassure d'avoir un support. Exactement pour la même raison que je te disais que les gens, ils ont Mmh. tendance à remplir leur PowerPoint parce que ça les rassure. Moi, ça me rassurait, mais par contre, je savais que je ne devais pas, il fallait que ce soit très minimaliste comme Ouais, support. d'accord. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un PowerPoint sans texte. Il y avait zéro texte sur mon PowerPoint, seulement des images. Donc les images, pour moi, c'était, j'en avais prévu une par paragraphe, par exemple, si tu veux, ou une par idée. Et c'était une façon pour moi de me dire, donc tu apprends ton texte par cœur, évidemment, hein, parce que il faut s'entraîner et puis pas, devant un public comme ça, le trac peut faire que tu perds ton fil. Donc connaître par cœur, c'est vraiment une sécurité. Donc pour moi, les images, c'était une façon de me dire que avec ma télécommande, dès que je fais passer une image, l'image m'évoque mon paragraphe, je m'en rappelle et je vais être capable de poursuivre mon discours, même si je me suis trompée d'un mot ou que j'ai oublié quelque chose. Je me servais comme moyen mémotechnique en fait des images. Donc une slide était une image. Et ça me permettait d'avoir un fil directeur, si tu veux. Et donc, une fois que j'avais fait ce PowerPoint, je me suis entraînée chez moi. Donc, je lançais le PowerPoint en grand sur mon écran, j'étais debout, dans mon salon, je marchais, je faisais défiler les slides et je me suis entraînée, des dizaines et des dizaines de fois. C'est important de le faire, parce que tu t'en rends compte à l'oral quand tu es en conditions réelles. Tu te rends compte de ce qui sonne pas bien, déjà à la fois dans ton texte, mais tu te rends compte si une image arrive trop tôt ou trop tard, et cetera et ça te permet de faire des ajustements qui sont très importants. Et après, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit imprévu qui était que forcément, hein, c'est l'aléa c'est comme ça, c'est la vie. La veille de la conférence, je suis arrivée sur place, j'avais ma nuit prévue à l'hôtel, et cetera. Et la veille, on avait rendez-vous avec l'organisatrice du TED qui voulait faire une sorte de répétition générale. Et donc, je passe et elle me dit: «Ah là là, il y a trop de slides dans ce PowerPoint». J'avais fait peut-être 20 slides, je crois, de mémoire. Elle me dit: «C'est pas possible, il faut en enlever». Donc elle a pris elle-même mon ordinateur et elle m'a dit: ça on enlève» et elle supprimait les slides comme ça. Je suis arrivée donc, je suis passée de 20 slides à 12-10 donc, ça m'a coupé de moitié. Ça m'a un peu déstabilisée mais je me suis dit: «Bon, j'ai pas le choix» et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu triché, c'est-à-dire je l'ai écouté, j'ai gardé mes 10 slides réels, mais j'en ai remises entre. J'ai mis des slides noirs, c'est-à-dire j'ai juste mis un fond noir sur mes slides parce que comme chaque image, chaque slide correspondait à un paragraphe de mon discours, si j'en enlevais, ça perturbait complètement ma logique. Donc j'avais mis des slides noirs là où elle me les avait enlevés, en me disant comme ça quand je vais présenter, quand je vais passer à une slide noire, le public aura l'impression que l'écran s'est éteint ou qu'en tout cas il y a une pause. Je peux continuer mon discours et puis je saurai, quand je passe à un paragraphe important, que telle image doit arriver et donc j'appuierai sur l'image d'après. Donc ça me permettait de faire un peu des intermissions, des pauses. Voilà. Mais globalement, c'est comme ça que j'ai fait et je me suis servie OK. du PowerPoint vraiment comme fil directeur, moyen Mmh. mnémotechnique.
Ok. Voilà. Donc ça, ouais, merci d'avoir partagé ça. C'est vrai, je pense qu'il y a plein Mm. de bons conseils là-dedans. Et c'est vrai que je pense qu'on est tous pas épargnés du tout par la peur de parler en public, hein. Moi-même, je me souviens de mes premières soutenances de mes diplômes, c'était une catastrophe. Mais voilà, c'est d'ailleurs, je crois, aux États-Unis, il y a des études qui ont paru là-dessus. La peur de parler en public, c'est la peur numéro un, quoi. C'est vrai qu'on a tous forcément le trac. Peut-être qu'il y en a qui sont Ouais, très à l'aise, mais quand même, je pense que c'est une grande majorité. Donc c'est vrai que c'est oui, intéressant ta démarche de dire voilà, j'ai quand même utilisé ça, ça m'a rassuré, le fait d'avoir un support qui séquençait un petit peu la présentation. Ça c'est intéressant. Voilà, par contre, c'est vrai que comme tu connais forcément, t'es pas tombé dans le piège de dire je crée des listes à puces, et c'est sûr qu'au TEDx ça aurait pas du tout fonctionné. ouais. Donc ouais, ça effectivement c'est intéressant. Et je crois que tu as parlé aussi de quelque chose de très important, c'est la préparation. Et c'est vrai que même si, alors là bien sûr je peux comprendre sur une présentation TEDx, je pense que c'est clair que je serais sûrement comme toi où je prendrais quand même par cœur le texte, et au moins Oui, ça permet voilà, d'être rassuré, d'arriver je pense plus en confiance devant la scène, et au moins voilà, on sait que après, même si on est stressé, forcément on aura tellement répété qu'on va arriver à parler, et puis quand la machine va être lancée, ça va aller. Mais c'est exactement ça, oui. ouais, tout à C'est fait. exactement ça parce que, en fait, j'ai remarqué, donc on peut avoir une prédisposition pour parler en public, un talent, tu peux l'appeler comme tu veux. Il n'empêche que la préparation, c'est, bon, je dis un chiffre au hasard, mais c'est 70%, Mm. 80%, responsable, de la réussite de ta présentation. Parce que ça enlève, comme tu as dit, enfin, ça permet de gommer un petit peu le facteur stress. Le facteur stress, on l'aura toujours, on a le trac, on a le cœur qui bat, on a les mains moites, on a la bouche sèche quand on arrive sur scène. Et le fait de s'être entraîné, d'avoir appris par cœur, donc le par cœur n'est pas forcément adéquat pour tout type de présentation, mais Mm. pour une conférence telle que TED, le par cœur, je pense qu'il est important parce que ça te permet de te mettre en pilote automatique au moment où tu arrives sur scène. Ouais, exactement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai entendu mon prénom et qu'il fallait que je monte sur scène, j'ai eu, j'ai eu l'impression de me dissocier de mon corps. Je voyais mon corps marcher tout seul et je me disais, oh, ça y est, t'es en train d'y aller. Et mon cerveau, j'étais coupée. J'avais la sensation de ne plus rien savoir. Et je suis arrivée sur scène, j'ai ouvert la bouche et mon texte, il est sorti comme ça tout seul. Parce que je l'avais appris par cœur et parce que donc tu as entraîné par mécanisme ton cerveau Mm. à enchaîner les phrases dans un sens. Et voilà, et j'ai réussi comme ça. Et puis bon, au bout d'un moment, après les 5 premières minutes passées, tu arrives un petit peu à te détendre quand même. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a ce stress qui est très fort et j'ai remarqué que on ne peut pas forcément éliminer le stress, mais chaque fois que je ne me suis pas préparée, ça a été pire. Mm. Et ça m'est arrivé de ne pas me préparer parce que bêtement, je me suis dit, cette présentation, c'est pas qu'elle n'est pas importante, je ne me disais pas ça, mais je me disais, c'était par exemple des tables rondes. Donc je suis au milieu d'autres personnes, je suis assise, ce qui est pour moi très rassurant puisque tu es debout, c'est plus fatigant de tenir la position, surtout quand on est stressé. Et j'avais pas préparé du tout. Et en me disant, bon voilà, je sais parler d'éducation, je vais y arriver. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été un petit peu. Je me suis laissée un peu envahir par le stress. Ça c'est peut-être pas trop vu côté public, mais j'avais physiquement tous les symptômes du stress. Donc je me sentais très mal à l'aise. Et puis, moi, dans mon cas, alors je tremble des mains, donc si je tiens quelque chose, ça va se voir tout de suite. Et puis j'avais la voix surtout. Tu as l'impression que ta voix déraille un peu ou qu'elle se casse ou que tu as besoin de l'éclaircir, que tu as besoin de boire. Et puis j'avais un truc très bizarre qui m'est arrivé, qui m'était jamais arrivé. C'était que j'arrivais pas bien à prononcer certains mots. Comme si tout d'un coup, j'arrivais pas à parler. J'ai changé des sons un peu presque comme une sorte de dyslexie. Et je me disais, mais reprends-toi, Lorraine, qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, c'était parce que je pense, je me suis laissée envahir par le stress parce que j'avais pas suffisamment préparé, alors Mm. que si je l'avais fait, si je m'étais préparée aux questions qu'on allait me poser, aux interrogations que je pourrais avoir, les moments de blanc, parce que tu réfléchis quand c'est une conversation, tu peux pas tout prévoir.
Si j'avais un peu essayé de prévoir ce qu'on allait me demander, ça se serait certainement mieux passé. OK, ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est intéressant de t'entendre dire ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. Dans un de mes métiers, j'ai fait beaucoup de présentations et c'est vrai qu'à chaque fois où je me suis pas assez préparé, je pense que ça s'est senti parce que oui, on a vite tendance à se laisser effectivement Oui, porter par le stress, c'est typiquement ça et après voilà, on focalise sur des détails qui sont pas importants mais voilà, on se laisse, vraiment, et du coup, c'est un peu la descente aux enfers. Alors que c'est vrai quand on est préparé, comme tu disais, c'est vrai que c'est vraiment ça, on se met en pilote automatique. Ça, c'est important et même si voilà, il faut quand même, être naturel et cetera et pas faire du je récite par cœur mon texte, mais au moins voilà, le cerveau est tellement entraîné que, on est en pilote automatique et je trouve que ça libère aussi, une certaine énergie, une certaine partie du cerveau justement pour se concentrer aussi sur autre chose, sur son environnement, sur oui. être plus à l'écoute et vraiment être du coup présent. Et ça effectivement, c'est vraiment très important et ça je trouve aussi qu'on peut l'obtenir vraiment qu'en s'étant beaucoup, beaucoup, beaucoup entraîné. Donc c'est vrai que c'est vraiment un conseil qu'on peut donner, je pense, c'est, sur les présentations à très fort enjeu, il faut être ultra prêt. Donc je te rejoins Oui, oui. totalement, c'est, minimum 70 du temps, c'est de l'entraînement chez soi. Je pense qu'on peut le faire aussi devant des proches parce que c'est très difficile aussi, je trouve de Oui. s'entraîner devant des proches. Je sais même pas trop l'expliquer, mais il y a un stress qui est souvent très important, même devant des amis ou quoi, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on se connaît et du coup on a peur du Oui. jugement, voilà, ces choses-là, C'est mais même plus stressant, je pense, de faire devant ouais, ses amis et ses parents parce qu'on a la peur vient la peur du jugement des autres et les personnes qu'on aime le plus, c'est celles qui nous rendent les plus vulnérables. Donc c'est effectivement oui, assez difficile de s'entraîner devant des amis ou des gens de la famille, mais tu peux t'entraîner devant un miroir, par exemple. Ça, c'est bien pour se rendre compte de l'image qu'on donne de soi aussi. Se regarder en train de parler, sourire, se forcer à sourire. Ça aide aussi à se rendre compte qu'on est trop statique ou qu'on ne fait pas de bons gestes, etc. Je pense que le miroir est assez bien. Et ce que je fais souvent si je m'entraîne toute seule, parce que pareil que toi, enfin, je détesterais m'entraîner devant des gens que je connais, je pense. Mais ce que je fais, c'est que je récite, enfin je fais ma présentation en marchant. Je marche, je fais des tours comme ça dans mon salon. Ça me permet d'avoir une certaine énergie qui, en général, on doit un petit peu retrouver sur scène. C'est de pas trop rester statique. Alors ça dépend des environnements. Quand on est en réunion, on ne va pas tourner autour de ses collègues, mais globalement, d'essayer de prendre l'espace, de regarder chaque personne, etc. Ça c'est important. Et de s'entraîner en mouvement, devant une glace, c'est bien. C'est une bonne d'accord. technique. OK, ouais, c'est vraiment de recréer les situations de la scène ou même, Ouais. même en plus petit comité, mais OK. Ouais, effectivement, l'occupation de l'espace est aussi important. Toute une partie aussi bien sûr sur la communication non verbale, ça c'est aussi un large sujet. OK, merci pour ces conseils. Alors je sais aussi que tu as créé un cours récemment sur le design thinking, c'est ça? Oui, Est-ce que c'est tu ça. peux nous dire déjà ce que c'est? Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas, moi-même je connaissais pas. Alors le design thinking, donc terme un petit peu difficile à prononcer pour les Français, en fait désigne tout simplement, la façon de réfléchir d'un designer. Donc c'est une technique, une méthode d'innovation, de management de projet qui est empruntée à la façon dont les designers travaillent. Donc un designer, comment il travaille? C'est qu'en général, il va partir, d'un besoin, d'un problème qu'il va identifier chez des utilisateurs et il va créer une solution, donc il peut prendre la forme d'un produit, d'un service, pour répondre à ces besoins-là. Et la façon qu'il a de travailler, c'est en fait au lieu de créer un produit de bout en bout et de le proposer aux utilisateurs immédiatement, c'est de proposer quelque chose qui va être une première version, fonctionnelle ou pas, mais qui va être une sorte de prototype qu'il va présenter à des gens en le testant. Il va récupérer des feedbacks, des retours critiques de manière à améliorer son produit ou son service. Et de façon incrémentale, comme ça, par à-coup, par itération, on appelle ça, à chaque fois qu'il reçoit des nouveaux feedbacks via un test, il va améliorer son prototype, le retester à nouveau jusqu'à ce qu'il arrive à la version finale désirée, la plus appréciable, qui fonctionne le mieux. Voilà. D'accord, OK. Ouais, c'est intéressant, puis je pense que le terme pouvait être un peu,
un peu trompeur, mais d'accord, là c'est très clair. Ok. Et est-ce que tu penses du coup qu'on peut utiliser un peu cette approche-là pour la création des présentations, en fait, tout simplement? Mais écoute, tout à fait, et ça rejoint complètement ce qu'on était en train de dire juste avant, qui était de tester ces présentations avant de les faire en Hmm. direct. Euh, je pense que quand on fait quand moi je fais une présentation PowerPoint, elle est rarement parfaite dès le départ. Ça, c'est clair. Et c'est à force de la regarder, parce que quand tu construis une présentation, c'est rarement une succession de slides qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est en général une histoire que tu racontes, ça suit quand même une logique. Et le fait de s'entraîner, de la tester comme ça en direct, alors soit tout seul, soit devant des gens, tu vas t'apercevoir immédiatement s'il y a des trucs qui collent pas, qui sont pas logiques, qui s'enchaînent pas bien. Et ça te permet de reprendre les slides, alors soit par rapport à les réaménager entre elles, hein, par rapport à l'ordre, soit de revoir carrément l'intérieur d'une slide, c'est-à-dire ah, celle-là, elle est moins bien présentée que les autres, on ne comprend pas ce que je veux dire, donc tu vas reprendre ta slide, la redesigner en quelque sorte. Et c'est ce que je fais aussi donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quand je m'entraîne à l'oral, et que je vois mon PowerPoint, je m'aperçois immédiatement s'il y a quelque chose qui colle pas, qui sonne faux. Et donc je peux le reprendre tout de suite. Et ensuite, ça va être beaucoup plus fluide, en fait. Ok. Donc je pense que ça pourrait être une manière d'appliquer le design thinking euh, au design de présentation. Ouais. Ok. Bah, en tous les cas, ouais, sûrement moi, ce que j'appelle les présentations vraiment en jeu. Je sais pas, un étudiant qui passe un examen oral ou même une présentation pour une start-up, un projet vraiment important, je pense que c'est rentable quand même de passer du temps sur sa présentation pour qu'elle soit la plus qualitative possible, puis surtout qu'on transmette, qu'on s'assure en fait que les messages clés soient vraiment transmis. Oui, tout à Ok, fait. ok. Merci Lorraine pour ces bons conseils. Et alors du coup actuellement là tu es en freelance, c'est ça? Donc tu vis en Ça, oui. Australie depuis quelques temps. Et donc tu crées des cours en ligne, c'est ça? Quels sont tes futurs projets? Alors justement, c'est un cours sur le design de présentation. Ok. Je commence d'ailleurs dès demain à écrire le cours. Donc j'avais déjà fait, comme tu disais, un cours sur Open Classrooms qui était un cours qui est ouvert à tous, qui est un cours d'initiation, qui est essentiellement avisé, enfin pour, entre guillemets, les débutants ou les personnes qui ne savent pas du tout comment démarrer. Et le cours est assez court, mais il a l'avantage de remplir plutôt bien la promesse de comprendre comment épater son auditoire. C'est un cours qui fonctionne très bien sur Open Classroom. Je pense que c'est mon cours le plus suivi. Et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, d'où mon projet de faire un deuxième cours, cette fois pour Udemy, parce que étant à l'étranger, voyageant, c'est plus simple pour moi, parce que chez Open Classrooms, j'aurais été obligée d'être présente physiquement pour tourner le cours dans leur studio, alors que là, je suis plus indépendante, autonome. Et donc ce cours sur Udemy, il va s'axer vraiment sur les techniques de composition dans PowerPoint. Donc je ne parlerai pas d'autres outils de présentation, ça va être Mhm. strictement PowerPoint. Et comment on compose des slides pour différents besoins. Donc ça va être par exemple comment on peut faire des slides qui représentent un plan d'une présentation, comment on va utiliser l'infographie, comment on va utiliser la visualisation de données, etc. Et puis qui va montrer différents contextes, différentes mises en situation, comme par exemple un PowerPoint pour une conférence, un PowerPoint pour une réunion, la différence entre être physiquement là pour présenter ou envoyer une présentation sans présentateur. Je vais essayer de couvrir au maximum en fait tous les besoins qui vont être autour des présentations PowerPoint. Voilà. Ok, ok. Écoute, super, ça a l'air effectivement très complet, hein. J'ai hâte aussi de voir ça et de découvrir ça. Ok, écoute, merci beaucoup Lorraine pour tous ces bons conseils. J'espère que voilà, que ça sera utile. Et puis voilà, à très bientôt. Alors je mettrai tous les liens, bien sûr, le site de Lorraine et des différentes formations. Et n'hésitez pas à découvrir ça. Voilà, ça vous sera certainement très très utile.
Voilà, merci beaucoup Lorraine. Je te souhaite Merci. une bonne continuation dans tes beaux projets et puis bon séjour aussi en Australie. Merci À beaucoup, très Romain. bientôt. À bientôt.